Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité, vous le savez, d'innovation et de prévention qui vous concernent au quotidien. Mais avant de débuter, une fois de plus, merci pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre et nous vous en sommes reconnaissants. Cette semaine, dans notre format Rencontre, François Tesson, le directeur général d'Essentiel Pharma, reçoit David Cyr, directeur de Gers Data, et il est question de la baisse des remboursements et de pouvoir d'achat. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, François Tesson, directeur général de Essentiel Pharma. Aujourd'hui, dans le cadre des podcasts, nous recevons David Cyr sur la thématique des causes des baisses de remboursement et du pouvoir d'achat des patients. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter et pour commencer, expliquer ton parcours dans le domaine pharmaceutique ? Bonjour François, ravi d'être avec toi pour ce podcast. Donc David Cyr, je suis directeur général de Gers Data, en charge de faire de la data de santé une langue vivante qui parle à l'ensemble des acteurs de la santé, c'est-à-dire pharmacie, groupement, grossistes répartiteurs, industriels, autorités de santé, voire même assos de patients. Ça fait beaucoup de choses, David. Tu es un acteur central dans notre activité et on te remercie au quotidien. Et en tout cas, d'être venu aujourd'hui dans la douceur angevine nous parler de ces différentes thématiques. On va parler d'un sujet qui inquiète beaucoup, c'est la baisse des remboursements des médicaments et leur impact sur le pouvoir d'achat. À ton avis, pourquoi ce sujet est si important dans l'actualité pharmaceutique ? Parce qu'il arrive, comme souvent, dans toujours au mauvais moment, sachant que quand on parle de baisse de remboursement, c'est jamais le bon moment, mais il arrive dans un contexte où économiquement, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de crispation sur l'évolution. Ça fait des années qu'on n'avait pas connu l'inflation. Bon, toi qui as un grand âge, tu as peut-être connu, mais du coup, moi, c'était éventuellement quand j'étais enfant et encore, je suis même pas sûr. Donc, il y avait plus d'indicateurs de ce que représentait l'inflation et l'impact que ça pouvait avoir sur le pouvoir d'achat, parce que même l'inflation d'il y a 50 ans, les salaires suivaient la même vitesse que l'inflation, donc au final, c'était résorbable. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, et c'est vrai que c'est confronté, et ça rejoint un autre élément qui est les dépenses de santé qui deviennent exponentielles. À titre d'exemple, le réseau officinal, en 4 ans, a fait une croissance de chiffre d'affaires. Je dis de chiffre d'affaires et pas de marge, attention, hein, de chiffre d'affaires de 29%. Il est passé de 36 milliards, tout compris, pas que le médicament, mais de 36 milliards à 46 milliards. Et pour autant, la marge, elle ne suit pas. 75% de la contribution à la croissance en 2024 du chiffre d'affaires du réseau officinal, elle est portée par les médicaments de prescription, dont une partie sont les médicaments chers. Et donc, on se retrouve dans un contexte où les dépenses de santé sur le médicament, qui a longtemps été considéré comme un marché régulé. Régulé pourquoi ? Parce que c'est l'État qui définit les conditions de prix, les conditions de remboursement, n'est plus considéré aujourd'hui dans le vocabulaire comme régulé puisqu'elles sont exponentielles. Et donc on s'en est confronté à un moment donné dans un État qui, comment je fais pour continuer à prendre en charge le maximum la population, qui est ancrée, qui fait une spécificité de la France, dans un contexte où les dépenses ne font que de s'accélérer. Alors c'est vrai que c'est un peu une dichotomie pharmaceutique, une spécificité, c'est d'avoir un marché qui est pseudo-libéral sur quelque chose de régulé. Ceci est lié notamment à la nature des produits mêmes qui sont dispensés en officine. Mais pour autant, cette tendance à la baisse de remboursement des médicaments, pour toi, est-ce que c'est uniquement une décision qui pourrait être d'origine budgétaire ou est-ce que c'est lié plus à des réformes qui sont beaucoup plus larges du système de santé ? C'est forcément un peu des deux, parce que c'est toujours simple et manichéen de dire c'est l'un et pas l'autre, et réciproquement. De toute manière, la population vieillit, ce qui est, considérons, une bonne chose. C'est-à-dire que l'espérance de vie va dans le bon sens, et dans ce contexte-là, les dépenses de santé suivent aussi la même dynamique. Et donc, dans ces éléments-là, c'est comment j'opère des réformes dans des calendriers qui sont parfois trop courts par rapport à ce qui est capable d'absorber pour les populations. Donc, comment je fais pour mieux réguler ces dépenses de santé dans un contexte où, effectivement, elle est exponentielle et pour lequel il faut qu'elle reste dans l'ADN de la France, à savoir équitable pour les populations. Tout le monde doit pouvoir avoir l'offre de soins dont il a besoin.
Alors ceci est extrêmement complexe parce que dans les politiques de santé, on a une baisse qui s'inscrit dans une volonté de l'État de recentrer certains remboursements de certaines pathologies ou alors des remboursements sur des populations qui sont devenues spécifiques. Effectivement, lorsque l'on veut maîtriser les dépenses, il faut pouvoir choisir. Et dans cet axe-là, ça peut rendre les choses un petit peu complexes. Les produits qui sont ciblés sont souvent ciblés sur une différence, en tout cas un antagonisme qui se met en place dès lors qu'il y a de plus en plus de produits très spécifiques et très techniques qui sont appelés les produits chers et qui appellent à une augmentation de ce chiffre d'affaires en officine, comme tu l'as très bien souligné tout de suite, et un déremboursement des produits. Alors qu'on peut penser que ces produits sont des médicaments de confort ou parfois même le prix du médicament avec le générique qui baisse considérablement au point même que le prix de revient industriel devient presque impossible à obtenir pour rendre service à cette population et avoir une disponibilité convenable. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance qui s'accélère ? Est-ce que tu penses qu'on risque de voir davantage de déremboursements dans les années à venir et davantage de produits high-tech qui vont sortir en ville ? Et c'est marrant parce que je pense que le terme marrant est pas le bon, mais je me rends compte en t'entendant et en échangeant avec toi qu'on n'est même pas reconnaissant quand on parle des médicaments innovants, puisqu'on parle de médicaments chers. Ça veut dire qu'au final, la seule chose qui singularise le fait de prendre en charge des pathologies rares, des pathologies réduites en termes de population, qui touchent quelques patients, en France, au final, on finit par dire c'est des produits chers. Or, c'est des produits qui ont sauvé le quotidien des populations, sachant qu'ils n'étaient déjà même pas diagnostiqués et en plus de ça, qui n'étaient même pas, effectivement, avec une possibilité de soigner ou d'améliorer le quotidien. Et donc, ça veut dire même nous, dans le vocabulaire qu'on utilise, et je suis le premier coupable, c'est que le terme n'est même pas le bon au regard de la valeur que ça apporte. Mais ça montre quoi ? Ça montre qu'aujourd'hui, on ne sait plus dire pourquoi telle chose a telle valeur, tel prix. Il y a de la recherche et développement, il y a de la R&D, il y a de l'investissement, il y a tellement de choses. Il faut faire tellement d'essais sur plein de choses différentes pour espérer à un moment donné trouver quelque chose. Et puis, il y a qu'est-ce que ça génère aussi comme économie du fait de pouvoir avoir pris en charge ce patient-là. Il y a plein de traitements aujourd'hui qui changent la vie de manière durable des patients, et il faut espérer que demain, ils changeront encore plus la vie, mais qu'ils vont rentrer dans un contexte qui vont améliorer l'espérance de vie, donc les dépenses de santé, et donc les cotisations, et j'ai toujours l'impression, et c'est effectivement, hélas, une déception, mais peut-être une bonne chose, c'est que l'âge de départ à la retraite éloigne plus vite que moi j'avance dans ma cotisation, et donc hélas, ça c'est un point qui me perturbe. Mais anecdote mis de côté, c'est vrai que ce contexte-là, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui la France est capable de mettre en place pour prendre en charge les populations, c'est-à-dire à la fois ce qu'on va appeler le MAS, c'est-à-dire les populations, le quotidien. On l'a vu, dès qu'il y a des tensions sur un certain nombre de molécules, que ce soit l'amoxicilline, que ce soit le paracétamol, que ce soit d'autres traitements, du coup ça crée de la panique, ça crée de l'envie, ça crée du besoin de stockage. Regardez le phénomène de la vaccination grippe sur la saison 2024-2025, elle est symptomatique. C'est un démarrage complètement raté, complètement poussif. Et puis au final, à un moment donné, ça s'emballe. La pathologie, elle est corsée, mais elle est souvent corsée. Puis à un moment, on se dit, tiens, banco, allez, on y va, il n'y a plus de vaccin. Et tout le monde en veut. Et plus vous dites, moins il y a de vaccins, plus vous en avez envie qu'il y en ait. Et du coup, la machine, elle est grippée. Est-ce qu'on va aller vers une raison au sens raisonnable du terme, de comment je régule davantage la prise en charge par la collectivité? C'est le chemin que ça prend. C'est de se dire qu'est-ce qui touche la collectivité, qu'est-ce qui nécessite un remboursement et une prise en charge par la collectivité versus qu'est-ce qui nécessite une prise en charge individuelle. Et le questionnement, si je le regarde de biais, c'est celui-ci, c'est quels sont les maux, les pathologies, les indications qui relèvent d'une prise en charge collective et qui doit prendre en charge la plus grande majorité des populations, et qu'est-ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler, avec un mauvais terme encore, mais la prise en charge confort, et qui du coup relève de la capacité à investir individuellement. Et c'est quelle valeur on apporte
tout à chacun, chaque citoyen, sur quelle est la valeur de ma santé. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, à dépenser pour bien vivre dans un contexte où, effectivement, en France, la prise en charge des pathologies fait partie quasiment de la Constitution. Et c'est comment je le fais évoluer. Et là, effectivement, on va avancer sur des prises en charge différentes et potentiellement des relais. La baisse des remboursements ou du taux de remboursement fait qu'à un moment donné, la complémentaire va prendre le relais. Et la complémentaire, elle s'appuie soit sur des cotisations de l'industriel, enfin des entreprises, soit également, du coup, des personnes âgées. Et comment je le prends en charge? Et donc, quel est l'impact? Au final, c'est de l'argent circulaire. Oui, il y a des vases communicants qui se font assez facilement sur cette problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la terminologie du médicament cher ou du produit cher est liée exclusivement au pouvoir d'achat des patients. Aujourd'hui, un déremboursement fait que cette baisse affecte le budget santé des patients. Et donc, c'est bien là où le produit peut apparaître comme étant un produit cher au-delà des problématiques industrielles ou de distribution qu'il représente. Évidemment, par exemple, il y a une augmentation marquée des frais qui sont à la charge du patient. Et cela, c'est pas un vase communicant. La patientèle a été habituée à bénéficier d'une santé entre guillemets gratuite et à tout prix. Est-ce que cela est synonyme quelque part d'un renoncement aux soins pour certains? Est-ce que tu as constaté des situations dans lesquelles les patients ont dû renoncer à acheter certains médicaments faute de moyens? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que c'est une tendance généralisée limitée ou est-ce que c'est limité à certains profils? C'est toujours des bonnes questions et qui impactent dans les réponses des complexités remarquables. Il y a tellement de cas particuliers, tellement de cas, et la France gère tellement d'exceptions que répondre à ta question qui paraît d'une fluidité, d'une simplicité remarquable, rend les choses complexes. Le reste à charge impacte immédiatement. C'est-à-dire que quand vous expliquez à un patient qu'il y a un reste à charge, quel que soit le montant, effectivement, je pense que, et on le voit dans les retours qu'on a du réseau officinal, le premier regard, c'est « Ah ben non, mettez-en moins » ou je vais attendre, je vais voir si j'ai vraiment besoin de ce médicament par la suite. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, l'autre élément qui vient aussi, c'est comment on communique sur le fait qu'il y ait des baisses des remboursements, voire dans certains cas des remboursements. Quand il y a eu toutes les vagues de déremboursement d'il y a quelques dizaines d'années, le vocabulaire, et là aussi c'est toujours une question de sémantique, mais les mots qui étaient utilisés, c'est insuffisance d'efficacité. C'est comment vous voulez expliquer qu'en fait, je vais te prescrire un médicament, je vais te délivrer un médicament qui est plus remboursé parce qu'il n'est pas efficace. Mais t'inquiète, pour toi, c'est bien. Non, c'est pas qu'il est insuffisamment efficace, c'est qu'il ne nécessite pas un recours au remboursement de la collectivité. C'est d'accepter qu'il y a certaines indications, certains médicaments qui doivent être effectivement pris en charge individuellement dans son quotidien. La France est l'un des pays où beaucoup de médicaments sont les moins chers d'Europe. Et donc, dans ce contexte-là, c'est comment j'accepte que je participe à l'effort collectif de faire en sorte que le système de santé perdure le plus longtemps possible. Et ça rejoint toujours la question du macro. Est-ce que tout le monde a envie que le système continue comme ça et qu'il soigne le plus grand nombre? La réponse, elle est oui. Individuellement, est-ce que tu acceptes que pour toi, ça ne soit plus pris en charge? Là, ça pose des questionnements. Mais vous le voyez, on l'a eu avec le générique. Quand on a voulu mettre en place, quand vous avez voulu collectivement, parce que moi j'étais trop jeune, mais quand vous avez voulu mettre en place le générique, c'est comment j'explique à la population qu'au final, il ne va plus avoir l'original, mais il va avoir une copie. Globalement, c'est la même chose, mais ça fait partie des économies sécurité sociale et c'est un rôle sociétal que de pousser le générique. La seule industrie où on a poussé la copie, c'est le médicament. Ça existe nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui communique sur le fait acheter la copie et pas l'original. L'autre élément qui arrive et qui sera l'actualité de 2025, c'est les biomédicaments, les biosimilaires. L'enjeu, c'est comment je développe les biosimilaires dans un contexte de besoin d'économie, mais en maintenant la qualité de vie du patient. Ce qui va changer avec les biosimilaires et biomédicaments par rapport au générique, c'est la qualité de vie du patient
son observance sous réserve de faire des économies. Et au-delà de qualité de vie, c'est pas uniquement le principe actif qui doit être efficace, c'est aussi le confort de la prise. Mais pas confort au sens gadget du terme. C'est souvent des injections, c'est souvent des pathologies qui sont très handicapantes et pour lesquelles le traitement a apporté une avancée remarquable dans la qualité de vie du patient. Et donc, comment le patient va se dire « oui, j'accepte de plus prendre celui qui a transformé ma vie, mais réellement transformé de mon point de vue radical, pour le biosimilaire, donc qui est similaire à lui, mais il faut aussi que le confort et donc le dispositif d'injection soit aussi confortable, parce que si à chaque fois ça doit être long, fastidieux, et en plus ça doit faire mal, bah, tout le monde va raisonner individuellement en disant « je comprends le besoin d'économie, mais si je peux l'éviter de le supporter moi-même, bah, je préfère ». Il y a des choses multifactorielles qui peuvent permettre de faciliter cela. Et effectivement, dans le rôle du pharmacien, on voit très très bien, on commence à voir très très bien, qui peuvent aider les patients à trouver des solutions adaptées pour bénéficier des équivalents génériques ou des conseils pour optimiser leurs dépenses de santé. Dans cet axe-là, évidemment, le générique et le biosimilaire, de plus en plus, sont des opportunités de pouvoir réduire les dépenses de santé et tout de même continuer à suivre les populations les plus touchées potentiellement, puisqu'on a aujourd'hui des catégories de patients, même si j'aime pas trop parler de catégories, qui sont particulièrement impactées, comme les seniors, comme les patients en ALD, qui sont les affections de longue durée, ou les familles nombreuses. Derrière tout ça, il y a des conséquences pour les officines. Et ces conséquences, elles doivent être mesurables, mesurées, parce que du ressenti des professionnels de santé que sont les pharmaciens vont dépendre un certain nombre de réussites dans l'entreprise qui consiste à optimiser les dépenses de santé. En qualité de professionnel du secteur, David, comment les pharmaciens perçoivent-ils ces baisses de remboursement et puisqu'il y a un sentiment de frustration ou de découragement face à ces défis? C'est avant tout un problème de pédagogie. Alors, c'est facile à dire, hein. Moi, je suis souvent vautré dans un fauteuil. Donc, mais au final, c'est comment, au quotidien, je donne les éléments, je fournis les éléments de langage au réseau officinal pour expliquer. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, j'ai pas de médicaments, que j'ai des pénuries, que j'ai des tensions, qu'il y ait des baisses de remboursement, que du coup, c'est pris en charge par la collectivité et ça, c'est pris en charge par la complémentaire et donc le secteur privé. Donc, ça va se faire une combinatoire. Comment j'explique à des populations qui n'ont pas connu ça, qui sont pas habituées, c'est quoi les éléments de langage pour que ça fonctionne? Et au final, ça n'est que ça, le sujet. Au-delà, effectivement, du pouvoir d'achat, et je le néglige pas. C'est comment je donne ces explications-là pour que ça fonctionne et que le système perdure. Comment j'accepte individuellement d'investir pour la collectivité. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que ça tienne, mais comment chacun, on contribue à la hauteur de ce qu'on peut pour que ça tienne. La prise de conscience, elle se doit d'être collective. C'est-à-dire que c'est le patient qui doit prendre conscience. C'est aussi le pharmacien qui prend conscience, ne serait-ce que sur un critère qui est un critère économique, sur sa rentabilité aujourd'hui. Et notamment pour les petites officines en zone rurale ou défavorisées et pour lesquelles le maillage est en danger. Quelle stratégie, à ton avis, les officines peuvent-elles mettre en place pour s'adapter à cette nouvelle réalité? Par exemple, est-ce qu'il y a des possibilités pour les pharmaciens de proposer des produits non remboursés, mais à des prix plus attractifs, et comment? Et pour développer des services complémentaires comme tout ce qui est nouvelle mission ou prévention pour justement participer à entre guillemets, cet effort de guerre? Le premier point, c'est expliquer l'avantage du traitement. C'est expliquer au-delà du coût le pourquoi ça va changer sa vie. Croyez bien que quand vous avez mal, qui plus est, quand vous êtes un homme et que vous êtes enrhumé, vous êtes quasiment à l'article de la mort. Moi, je vois mon cas. Forcément, du coup, je suis quasiment à l'agonie. Et donc, l'objectif, c'est qu'est-ce que toi, pharmacien, tu peux me conseiller pour que, du coup, je survive? Même pas que je soigne. Je suis ratamé. Et pourtant, je suis d'une fragilité remarquable. Mais par rapport à ça, au final, c'est comment j'accompagne par rapport à ça. Et c'est de se dire, voilà, et ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure au début, c'est quelle valeur j'accorde à ma santé, mais non pas uniquement en termes philosophiques, mais également en termes financiers. L'entretien d'une voiture, ça coûte.
le choix vestimentaire, les forfaits de téléphone. Il y a tellement de choses. Et c'est pas de dire qu'au final, c'est pareil ou c'est différent. C'est quelle valeur j'accorde à ma santé et qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place. De plus en plus, vous avez même des complémentaires qui prennent en charge une partie du conseil. C'est comment je communique, comment je fais en sorte que ça ne soit pas que des effets d'annonce, que ça soit fluide, que ça soit connu, de manière à ce que ça rentre dans ces économies, à la fois sécurité sociale, mais pas au détriment de la santé des citoyens. Alors effectivement, il y a une prise en charge qui se fait par les complémentaires santé. On a vu différents systèmes, et ceux en particulier des paniers de soins spécifiques remboursés qui font face en partie à cette baisse de remboursement. Il y a également dans les systèmes informatiques des logiciels de gestion officinaux des solutions qui existent pour pouvoir donner l'information tout simplement au patient si il a un remboursement spécifique sur tel ou tel produit. Je pense que cette information-là est cruciale dans une démarche qui consiste à mieux maîtriser son budget. Bien sûr, nous avons un rôle également en pharmacie, qui est celui d'anticiper un certain nombre de choses et de se former pour cela, puisque on a des formations qui sont établies et faites dans le cadre notamment du masterclass chez Essentiel Pharma pour aborder le patient et expliquer et informer de façon beaucoup plus prononcée. Et c'est aussi, et certainement dans le métier, et tu en fais partie au quotidien, de l'établissement d'un dialogue avec les autorités de santé. Il existe un dialogue entre les pharmaciens, les laboratoires et les autorités de santé pour alerter sur les conséquences de ces baisses de prix sur le terrain. Alors, on a des rôles à jouer qui sont liés à la capacité du réseau pharmaceutique d'aller prouver une observance efficace pour éviter les remboursements, mais la réalité économique rattrape souvent la volonté de mettre en évidence l'efficacité de tel ou tel produit. Donc ce dialogue est absolument utile. Qu'en penses-tu ? Tout à fait. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est comment c'est un dialogue et non plus uniquement une négociation. Le sentiment qui est souvent donné, c'est qu'au final, c'est que des bras de fer, c'est que de la négo. C'est qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie de... Je suis pas utopiste en pensant que au final, c'est pas ce qui mène le monde, mais comment, tu évoquais le mot dialogue, c'est comment on raisonne long terme. On donne souvent le sentiment de gérer le court terme, de jouer le quotidien et comment je vais faire pour que ça fonctionne demain. Et cette fuite en avant fait que du coup on procrastine et on reporte, ce qui est le mal nécessaire. Mon manager me demande des reportings et à chaque fois j'attends le dernier moment pour le faire. Donc j'en ai bien conscience sur ces éléments-là. C'est comment à un moment donné j'accepte que le dialogue, c'est de se dire, voilà, on enlève chacun sa propre casquette, on se met dans la même équipe pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça tienne. Il y a de la bonne volonté partout. T'évoquais côté industriel, t'évoquais côté syndicat, côté autorité de santé. C'est au final la volonté collective, c'est comment on prend mieux en charge les populations et en l'occurrence la population française. Maintenant, c'est comment, au-delà de cette bonne pensée, au-delà des effets d'annonce, des effets de manche, des effets de jeu, comment je le mets en place dans un contexte où il faut en plus raisonner la nature humaine qui a toujours envie d'être le plus malin que les autres. Il y a une question de curseur dans ce que tu dis et j'aime beaucoup cette notion qui consiste à dire qu'il y a une prise de conscience collective et quelque chose qui se met en place pour améliorer les choses collectivement. Et dans cet axe-là, on voit apparaître des initiatives locales, ceux en particulier le dialogue qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas forcément hier entre la ville et l'hôpital, la capacité de pouvoir tout simplement mettre en place dans ces dépenses de santé une optimisation du retour des patients à leur domicile et du rôle du pharmacien de ville dans cet axe-là. On a tout un panel de services qui commence à apparaître dans les pharmacies ou dans les groupements pour soutenir les patients dans cette situation. Évidemment, dans les solutions qui s'offrent à la pharmacie et aux patients, il y a des solutions qui sont d'ordre politique. Il est évident que les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics aujourd'hui doivent être accompagnées. Et c'est certainement le cadre qui est fixé dans les différentes campagnes, qui sont des campagnes à la fois d'information, mais aussi de sensibilisation du patient pour pouvoir mieux aborder l'investissement qui est fait sur la santé de chacun. Alors, cela suscite des innovations comme la digitalisation des officines. On l'a vu dans certains domaines,
l'accès à l'information par le patient paraît comme étant quelque chose de très important. Cette plateforme d'information pour les patients, dont le podcast fait partie, puisqu'on est là pour informer la population sur un certain nombre d'éléments. Comment est-ce que ces plateformes d'information pourraient aider cette même population à mieux gérer cette problématique ? C'est ce que tu dis, c'est comment je gère l'information et la connaissance. Un des sujets qui m'anime et qui nous anime au sein du GERS, c'est de se dire comment je réduis l'errance thérapeutique. Qu'est-ce qui va faire qu'à travers nos outils digitaux, j'arrive demain à réduire cette errance thérapeutique ? Quand je regarde sur certaines pathologies que tu peux avoir entre le moment où tu as les premières consultations pour un patient et la pose du diagnostic, il peut y avoir 8-9 ans en moyenne. Ça veut dire que pendant 9 ans, 9 fois 365, sachant que tu as des années bissextiles, admettons, pendant tous ces jours-là, tu as un patient en face de toi, tu lui as dit un jour, tu as quelque chose. C'est clair. Mais je sais pas quoi. Et on va chercher. Et c'est que, en moyenne, 9 ans plus tard, que tu vas lui dire, en fait, ça y est, banco, j'y ai pensé. Parce que tu as plein de pathologies qui, effectivement, n'étaient pas diagnostiquées par le passé. Parce que tu as des pathologies où le patient, en fait, il n'y en a que 70 en France par an. Et donc, qu'est-ce qui va faire que le médecin de campagne, que le médecin de ville, que tout à chacun, dans son quotidien, va se dire, en fait, j'en ai un comme ça. Et comment je mets en place les outils dans un cadre réglementaire pour que, du coup, ça soit de l'intelligence artificielle au sens mesuré du terme. Comment je vais pouvoir, à travers les outils digitaux, pouvoir dire je peux accompagner ce patient-là. Si à terme, collectivement, on y arrive, que ce soit nous ou d'autres, de se dire je réduis l'errance thérapeutique. C'est-à-dire que je lui dis pas, en fait, tu as quelque chose. Et quand on fait les analyses, on a beaucoup de diagnostics, il y a marqué diagnostic sans précision. Sans précision, ça veut dire je sais qu'il a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Quand je vois déjà, quand j'attends mon anniversaire et que je suis à 1 semaine, et c'est pas pour dire c'est la même chose, déjà je suis impatient, mais si on me dit t'as quelque chose, vraiment quelque chose qui va pas, j'ai jamais vu de ma vie, et on va chercher, et qu'il faut attendre 9 ans, mais c'est anxiogène, c'est insupportable à vivre, c'est quasiment déshumanisé. Et pour autant, c'est ça aujourd'hui, le système tel qu'il est en France. Alors, quand on parle de vision d'avenir, c'est souvent entre 5 à 10 ans, et on sait qu'il semble, vraisemblablement, d'après ce que l'on a pu découvrir et échanger sur le sujet aujourd'hui, que les patients devront prendre en charge une partie de leurs frais de santé. Quelle contrepartie auront-ils ? Comment est-ce que tu imagines l'évolution de ce sujet ? Est-ce que tu penses qu'on va aller sur un système où les patients devront prendre de plus en plus de part aux dépenses de santé et avec quelle contrepartie en face ? La contrepartie sera un système qui tient. C'est un système qui prend en charge les populations, qui prend en charge les plus fragiles. Un système qui permet de continuer l'innovation, qui permet l'intégration de nouvelles thérapeutiques, des thérapeutiques beaucoup plus ciblées, qui permettront de s'adapter de plus en plus à chacun d'entre nous en fonction des pathologies qu'on va avoir. Et accepter l'idée que quelle que soit la population, en fonction de ses moyens, une partie de l'investissement soit effectivement pour la prise en charge de sa propre santé. Mais quand vous regardez les traitements qui étaient pris en charge par la collectivité, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui ont été déremboursés, et aujourd'hui, il y a des segments de marché qui continuent à être dynamiques avec une prise en charge individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des morceaux de cette pathologie qui peuvent être pris en charge par la collectivité. Mais le niveau 1 ou le niveau 2, quel qu'en soit le côté graduel de l'indication, fait que ça peut être pris en charge de manière individuelle. Tu prends la vitamine C, fut un temps, elle était prise en charge par la collectivité. Certains déstressants, pour les périodes d'examen, étaient pris en charge par la collectivité. Ça a été complètement déremboursé pour certains d'entre eux. Et au final, ces segments de marché, aujourd'hui, font partie du conseil santé, font partie de la santé familiale, font partie du métier du pharmacien d'accompagner le patient dans la prise en charge de sa santé. Et c'est vrai que cette proximité fait qu'à un moment donné, effectivement, ça fait partie de l'investissement que tout à chacun fait, mais c'est aussi quelle valeur on accorde à notre temps. Au temps d'attente, au temps de laisser faire, au temps de ces périodes
de la journée où en fait on est tellement groggy parce que du coup on a la tête embrumée, etc., que du coup on ne profite pas du temps présent. Et c'est un moment de prendre conscience, et c'est intéressant parce que je ne m'attendais pas, en échangeant avec toi sur ces podcasts, de faire quasiment que de la philo. Si mes profs de l'époque, désespérément, je pense qu'ils seraient contents qu'à un moment je philosophe, mais c'est vrai, c'est quasi philosophique. C'est quelle valeur j'accorde à cette prise en charge de ma santé. Alors tu as raison, et c'est un message qui est extrêmement positif et prometteur. On a souvent peur de l'avenir, et peur de l'avenir dans le cadre là de la prise en charge de la santé. Et pour conclure sur des éléments un peu philosophiques, cet excellent livre, Le pouvoir du temps présent d'Eckhart Tolle, nous a montré que chaque temps ses solutions, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'espoir dans les solutions qui sont proposées, à la fois en officine, pour les patients, et dans les perspectives qui sont données par la collectivité. Merci David pour cet échange. François. Merci infiniment pour ton éclairage, et à très bientôt. À bientôt François. C'était Rencontre, un format Essentiel Pharma. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager pour nous soutenir et vous abonner pour nous suivre. À très vite pour un nouvel épisode.